Créés pour lutter contre la subversion et surveiller l'opinion publique, les renseignements généraux sont devenus peu à peu l'un des services les plus sulfureux de la République. Ils ont travaillé non pas pour l'État, mais pour le pouvoir en place, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est encore plus scandaleux avec 15 ans de recul. Le service est une administration subalterne qui exécute les instructions qu'il reçoit du politique. Avec Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy à l'Élysée, les RG deviennent une sorte de joker présidentiel. Un service dont le directeur est à la disposition du chef de l'État. Tous les présidents ont nommé ou fait nommer des gens avec qui ils n'étaient pas en inimitié ou en désaccord. Ça fait partie de la logique. Mais en se détournant de l'intérêt général, les renseignements généraux se sont décrédibilisés. Ils se sont suicidés, tout seuls. Il ne fallait pas mettre le doigt dans cet engrenage qui était un engrenage extrêmement malsain. En politique, accéder au pouvoir est une chose. Réussir à l'exercer pleinement en est une autre. Surtout en période de cohabitation. Lionel Jospin en est forcément conscient lorsqu'en 1997, il arrive à Matignon après une dissolution hasardeuse de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, le chef de l'État. Le président de la République m'a proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté. Entre un président de droite et un Premier ministre de gauche, cette deuxième cohabitation s'annonce comme un bras de fer. Les socialistes le savent. Les renseignements généraux sont acquis à la cause du président Chirac. Jospin, il se méfiait, à juste titre, d'un coup tordu qui pourrait venir de ce type de service. Lui, en tous les cas, s'en inquiétait. Son entourage et un certain nombre de ses amis proches, en tout cas, vivaient de cette inquiétude. Dès son premier discours devant les députés, le nouveau Premier ministre souhaite poser des limites. L'action des services de sécurité intérieure exclura désormais tout renseignement sur la vie politique démocratique. Dans la République, il n'y a pas de place pour une police politique. C'était une prévention en disant « je ne souhaite pas que les RG soient au service, je dirais, d'un clan politique ». Jospin ne voulait pas de cela. Yves Bertrand, le patron des renseignements généraux, prend le discours du Premier ministre comme une déclaration de guerre. Il n'entend pas se laisser faire. Aujourd'hui, à la retraite dans sa Bourgogne natale, le commissaire Rougelet connaît tout de la croisade anti-Jospin que vont alors mener les renseignements généraux. Ennemi intime d'Yves Bertrand, Patrick Rougelet s'est opposé à lui lorsqu'il était encore en service. Il a été le premier à se procurer les fameux carnets secrets de son ancien patron, à la faveur d'une procédure judiciaire. Le commissaire Rougelet ne se lasse pas d'en exhumer les principaux coups tordus. Il est devenu un expert dans le déchiffrage de l'écriture tourmentée d'Yves Bertrand. La cousine de Jospin, voilà. Jospin Neuf, Jospin, dépression nerveuse. Eh ben, le pauvre garçon, on peut dire qu'il est surveillé. Hein.
Dès 1997, alors que Lionel Jospin vient à peine d'arriver à Matignon, Yves Bertrand décide de contre-attaquer. Il va lancer plusieurs rumeurs mensongères pour déstabiliser le socialiste qu'il a défié publiquement. Et là, on voit qu'il a fait la totale. La totale. Il va enquêter sur une croisière en Méditerranée. Le voilier aurait été loué sur les fonds secrets et se serait déroulé des partouzes. Bon. Ensuite, il s'est intéressé au passé de son père, passé du père de Lionel Jospin, qu'il a accusé d'être à l'origine de la dénonciation de 40 juifs, je crois, qui auraient été déportés. Absolument faux. Absolument faux. Il s'intéresse aussi à sa première épouse qui aurait eu un emploi fictif et à sa cousine qui est kiné et selon Bertrand, elle exercerait sans diplôme. Il cherche à monter tous les dossiers possibles et imaginables contre Lionel Jospin. Absolument. Absolument. Jospin, alors Premier ministre, avait déclaré qu'il n'y aurait pas de police politique. Il était devenu d'emblée l'ennemi d'Yves Bertrand. Le patron des RG va dénicher une information gênante en enquêtant sur le passé politique du Premier ministre. Il va l'ébruiter dans la presse. Politique encore avec ce document qui semble mieux éclairer le passé trotskiste de Lionel Jospin. Jusqu'alors, Lionel Jospin avait toujours caché son passé de militant d'extrême gauche. Le problème pour Lionel Jospin, c'était qu'il avait peur que ses adversaires politiques, et notamment Jacques Chirac, se servent de cette information pour le déstabiliser. Et comme Lionel Jospin avait été très elliptique et même, je suis pudique, sur la réalité de son passé trotskiste, il avait peur que ça devienne une forme de mensonge révélé et que ça l'affaiblisse. Dans cette époque très idéologique... Sous pression, Lionel Jospin est contraint de s'expliquer. Il est vrai que dans les années 60, j'ai marqué de l'intérêt pour les idées trotskistes. Pourquoi n'en ai-je pas parlé plus tôt? Eh bien, honnêtement, mesdames et messieurs les députés, parce que je crois que ça n'intéressait personne. À quoi sert que des fonctionnaires découvrent que Jospin a appartenu à une mouvance trotskiste dans les années 60? On n'en a rien à foutre. À titre personnel, mais bon, c'est du passé. Je pense qu'il vaut mieux dire les choses tout de suite. Le coup qui est parti a fait mal à Jospin parce que ça lui donnait une espèce d'image de dissimulateur, tout le contraire de ce qu'il était. Parce que c'était l'homme droit dans les bottes, etc. Jospin. Lionel Jospin, niant son passé, s'est lui-même tiré une balle dans le pied. Il le sait d'ailleurs, c'est pas une surprise. L'épisode laisse des traces chez le socialiste. Il va même en faire un lapsus lors d'un discours officiel. Je pense à l'affirmation dans le débat public extrêmement forte et prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Le Premier ministre en est convaincu. Ce procès en sincérité politique a été orchestré en coulisses par Yves Bertrand. Il veut maintenant limoger le patron des RG. Justement, Daniel Vaillant, fidèle parmi les fidèles, vient d'arriver au gouvernement comme ministre de l'Intérieur. Il va prendre l'initiative. J'en parle au Premier ministre en disant, écoute, voilà, je pense qu'il faut changer le directeur des renseignements généraux. Il me dit, oui, c'est normal, c'est bien. Bon. Et il en parle au président de la République, Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac ne veut rien entendre. Le président sort le grand jeu. Je ne veux pas changer M. Bertrand, je ne le connais pas. Donc là, je lui ai dit, il se fout de ma gueule. J'ai failli lui faire mon œil, Monsieur le Président. Le chef de l'État sauve donc la tête d'Yves Bertrand. Le numéro 1 du renseignement est désormais un visiteur régulier, fréquemment reçu au château. Il s'adresse directement à l'homme de confiance du président, Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée. Dominique de Villepin a toujours été intéressé par les affaires de police. C'est pour ça peut-être qu'avec Yves Bertrand, des liens de plus en plus étroits se sont noués. C'est sûr qu'il a confiance en Dominique de Villepin. Bertrand m'en parle toujours avec respect.
et confiance. Yves Bertrand et Dominique de Villepin se rencontrent la plupart du temps en secret. Ils auraient formé le noyau dur de ce que l'on a appelé le cabinet noir de l'Élysée. Un petit groupe de Chiraciens chargé de neutraliser tous ceux qui pourraient s'opposer au président et à sa future réélection. Yves Bertrand a choisi son camp. En 2001-2002, il voit 30 fois Villepin à l'Élysée. Villepin est secrétaire général. Et là, il prépare des coups tordus de toutes sortes pour faciliter l'élection de Chirac. Dominique de Villepin avait, je le savais, parce qu'il ne m'en parlait pas, mais tous savaient, des contacts avec Yves Bertrand. Bon, bah voilà, c'était la façon qu'il avait de gérer ses affaires. Je parle de Dominique de Villepin. Bertrand Landrieux est l'un des plus anciens collaborateurs de Jacques Chirac. Après avoir débuté sa carrière aux côtés de son mentor dans les années 70 en Corrèze, la terre d'élection du futur chef de l'État, ce haut fonctionnaire l'a ensuite suivi partout, jusqu'à l'Élysée. Ce qui a été appelé le cabinet noir de l'Élysée, c'était quelques gens autour de Dominique de Villepin, dont votre serviteur. En général, on travaille mieux, enfin moi c'est ma conception, on travaille mieux à plusieurs que tout seul. Dominique de Villepin, lui, a toujours formellement nié l'existence d'une telle officine à la présidence de la République. Il n'y a jamais eu de cabinet noir à l'Élysée, sous Jacques Chirac. Jamais. La garde rapprochée de Jacques Chirac est pourtant à l'ouvrage dès le début de la campagne présidentielle de 2002. Elle est solidement épaulée par Yves Bertrand, déterminé à tout faire pour que Jacques Chirac soit réélu. Pour lui, il y avait une vraie inquiétude que Lionel Jospin gagne la présidentielle, parce qu'il savait qu'il était sur un siège éjectable et qu'il allait être mis à l'écart. Et c'était toute sa vie, les renseignements généraux. Il n'avait pas d'autre vie. Voilà. C'est fonctionnaire à l'ancienne qui arrivait à 6 h du matin, qui travaillait 7 jours sur 7. Plusieurs mois avant la présidentielle, Yves Bertrand va lancer une nouvelle rumeur pour tenter de déstabiliser le Premier ministre. Car Lionel Jospin apparaît comme un adversaire particulièrement dangereux pour le président Chirac. Ce matin, l'hebdomadaire L'Express révélait qu'une enquête préliminaire est ouverte sur les conditions d'achat par le couple Jospin de cette maison sur l'île de Ré. L'histoire de la maison de l'île de Ré, ça a alimenté pas mal de semaines la campagne électorale. Hein. Yves Bertrand a monté le dossier de toutes pièces. Les carnets sont très précieux parce que c'est le témoignage direct de Bertrand sur ses propres turpitudes, sur ses propres coups tordus. C'est incontournable. Ici, par exemple, le directeur DRG pense avoir trouvé un témoin à charge. Il note « Le maire du village d'Ars-en-Ré est prêt à parler ». Yves Bertrand, il distillait le venin, vrai, faux, peu importe, la rumeur. Bon, Jospin, c'est pas clair comment il a acheté sa maison à l'île de Ré, sa dissimulateur. Affaire classée sans suite pour la maison de Lionel Jospin sur l'île de Ré. Le procureur de la République a estimé qu'il n'y avait aucune irrégularité dans la vente et que la valeur du bien correspondait bien à celle du marché. L'histoire de l'île de Ré s'avère complètement fausse. Le Premier ministre sait maintenant que la présidentielle est un combat. Forcément, avec le traitement que vous m'avez fait subir pour arriver jusqu'à la tribune, mon costume est un peu fripé. Mais mon esprit et ma volonté ne le sont pas. Sauf que pour Yves Bertrand, pchit, c'est pas rien. C'est-à-dire que de toute façon, il reste toujours quelque chose de la rumeur. Au fond, Yves Bertrand a été le premier à inventer la fake news. Fake news qui maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., sont partout, sont mondialisés. À l'époque, c'était un réseau social à lui tout seul. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. L'élimination de Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle
permet à Jacques Chirac d'être facilement réélu pour un second mandat. L'histoire attribue la défaite du socialiste à l'éparpillement des votes et au trop-plein de petits candidats à gauche. Mais l'intéressé reste persuadé que les manœuvres occultes d'Yves Bertrand ont aussi joué un rôle. L'alternative est assez simple. Ou bien ce fonctionnaire sans scrupules, malveillant, a agi seul, ou bien alors il a été encouragé à procéder ainsi. Et tous ces rendez-vous avec M. de Villepin introduisent ce soupçon. Et alors, ceux qui l'ont encouragé sont coupables de ce que j'ai appelé un scandale d'État. En 2002, le numéro 1 des renseignements généraux est en poste depuis 10 ans. Il règne en maître dans les coulisses de la vie politique française. Et avec Jacques Chirac réélu à l'Élysée, il n'est jamais apparu aussi incontournable. Il ne faut pas durer trop longtemps à la tête de ces services. Sinon, il va se créer inévitablement des liens, des amitiés avec des gens qui ont un vrai pouvoir financier, économique ou politique. Et à ce moment-là, insensiblement, ces liens et ces amitiés vont faire en sorte que l'intérêt public risque de passer au second plan. Un directeur d'un service de renseignement, au bout de 4-5 ans, il doit partir. L'homme fort du renseignement passe l'essentiel de son temps à monter des dossiers. Le commissaire Bertrand, c'était la vieille école. La vieille école, c'est de savoir tout sur tout le monde. Voilà. Donc d'avoir une fiche sur chacun et de pouvoir, je dirais, non pas faire chanter, mais en tous les cas, connaître son personnel, entre guillemets. Au sein de la structure, il existe une structure de coups tordus. Moi, j'avais baptisé ça une SARL de boules puantes. Eh bien, M. Bertrand était le chef d'une petite entreprise, d'une moyenne entreprise de fabrique de boules puantes. Coucheries réelles ou supposées, addictions diverses et variées, perversions en tout genre. L'homme fort des renseignements généraux note scrupuleusement toutes les rumeurs, même les plus sordides, qui circulent dans Paris. Jean-Luc Mélenchon, Bernard Kouchner, Dominique Strauss-Kahn, François Bayrou, Elisabeth Guigou, Michel Alliot-Marie. Ce sont quelques-uns des noms qui apparaissent dans les carnets d'Yves Bertrand. Il pensait que ça faisait partie de la vie politique. Qui couche avec qui? Oh, éventuellement, mais enfin, éventuellement. Il pensait que ça faisait partie de la vie politique. C'est purement et simplement abject. C'est cru, c'est quelque part malsain. Voilà, c'est malsain. Les irruptions du service de renseignement dans l'intimité des hommes et des femmes de la classe politique française? Yves Bertrand s'en est expliqué, en faisant mine de ne pas voir le problème. Quand je dis qui couche avec qui, ça peut être une manière de fragiliser quelqu'un. C'était dans cet esprit-là. J'étais dans le cadre de ma mission. Même si certains s'en offusquent aujourd'hui ou s'en sont offusqués hier, c'était du renseignement incontournable dont étaient friands ces hommes politiques. Qu'est-ce qui était le plus intéressant et le plus croustillant pour le ministre? Le secret d'alcôve. Qui couchait avec qui? Comment? Dans quel endroit? Les perversions sexuelles. Les renseignements généraux faisaient l'état de tout ce qui s'était passé la nuit, notamment à Paris, à la fois en termes de contestation sociale, mais en termes de vie nocturne, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y avait des ministres de l'Intérieur qui étaient très friands de ces choses-là, et qui d'ailleurs, après, dans les dîners en ville, parfois révélaient quelques confidences qu'ils n'auraient pas dû faire, parce qu'ils avaient lu les notes des renseignements généraux qui étaient assez pertinents sur ces questions-là. Sur ces questions de vie privée, disons. De vie privée, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez bien compris. Ça mettait à mal le petit copain politique, ça pouvait permettre à celui qui entendait l'information de glisser dans l'oreille de son petit copain, tu sais, on sait ça. Alors mets-la un peu en sourdine quand tu vas à l'Assemblée. Ça permettait éventuellement, dans un vote un peu serré, de faire en sorte qu'il oublie de venir, qu'il se trompe de bulletin.
ou qu'il se réfugie dans une ardente abstention. C'était un instrument de pression potentielle. Je sais, je peux dire, qu'est-ce que tu fais pour que je ne le dise pas ? La vie privée des élus est un sujet auquel tous les hommes des renseignements généraux ont un jour été confrontés. Savoir qu'un tel couche avec un tel, quel est le RG, ça m'est arrivé. À qui l'on n'est pas venu dire, vous savez, celui-là, il fait des partouzes, ça va mal finir pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté qui m'avait dit ça, quand il me l'avait dit, et j'ai essayé de comprendre pourquoi il me l'avait dit. Si, un mois, une semaine, quelques jours après, je retombais sur cette information. Si je voyais que l'on allait s'acheminer vers un scandale public et que ça concernait une personne en renom, alors là, je prenais le préfet. Et vous allez avoir un scandale dans le département, où il va y avoir un scandale national. Yves Bertrand, lui, ne prend pas de telles précautions lorsqu'il s'intéresse à la vie privée du personnel politique. Surtout si cela lui permet de partir à l'assaut du nouvel ennemi politique du président Chirac, Nicolas Sarkozy. L'homme pressé de la droite, celui qui en 1995 avait délaissé Jacques Chirac pour faire campagne derrière Édouard Balladur, vient d'arriver au ministère de l'Intérieur. Là, on peut dire que tout a basculé. Et avec Sarkozy, ça a été un peu le début de la fin. Car Nicolas Sarkozy se pose d'emblée comme un successeur du président Chirac qu'il critique ouvertement. Il devient donc un adversaire d'Yves Bertrand. Une nouvelle fois, le directeur des RG passe à l'offensive. Elle est là, ma femme? Elle est sortie. Ah, vous voulez du cabinet? Le premier angle d'attaque d'Yves Bertrand est celui qu'il a identifié comme une faille dans la cuirasse de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de son épouse et conseillère, Cécilia. Cécilia a eu un rôle important, mais elle avait beaucoup aussi un rôle de protection. Moi, je me souviens, quand il était ministre de l'Intérieur, tout passait par elle. C'était quelqu'un qui protégeait beaucoup. Elle suivait partout Sarkozy. Elle allait choisir ses costumes avec lui. Tout est passé par elle. Je respecte beaucoup. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement. Le métier qui est le vôtre. Yves Bertrand enquête sur le passé de Cécilia Sarkozy. Dans ses carnets secrets, il note « Jeune, c'était une fêtarde ». Je vais vous citer une anecdote. À un moment donné, il faisait courir le bruit que Cécilia Sarkozy avait été une co-girl et il faisait passer une photo. Et très vite, les gens se sont rendus compte que ça n'avait rien à voir avec Cécilia. Et quand on est venu lui dire « Non mais attendez, c'est pas Cécilia Sarkozy et tout », il a regardé l'intervenant et il a dit hein, « Pourtant, on aurait pu jurer. Hein. » Voilà. Voilà quelle était la technique. C'est-à-dire que ça procédait du vieux truc médiser, il en restera toujours quelque chose. Alors ça, c'était un grand adepte. Le responsable des RG a toujours pensé que son rôle de propagateur de fausses informations resterait inconnu du grand public. Des années plus tard, à l'heure de la retraite, il en parlait un peu comme s'il n'était pas concerné. Une rumeur, il y a toujours une signification. Quand on fait courir une rumeur sur quelqu'un, ça veut dire qu'on veut, il y a une arrière-pensée. On veut le déstabiliser ou on veut faire autre chose. Yves Bertrand fait tout pour compliquer l'ascension politique de Nicolas Sarkozy. Il tente de ressortir un vieux dossier sur son nouveau ministre de tutelle. Quelques années plus tôt, les RG avaient en effet enquêté sur Nicolas Sarkozy. Un travail pour le moins approximatif. Les hommes du renseignement ne connaissaient même pas l'orthographe exacte de son nom. À l'époque, les policiers étaient à la recherche de malversations financières. Aller chercher le délit financier ou la compromission financière, c'est ce qu'il y avait de plus sûr pour effondrer un adversaire. Je vous rappelle l'affaire Fillon, c'est quelque chose qui ne passe plus. C'est l'arme fatale. Ah oui. Et ça, Bertrand l'avait bien compris. Parce que le sexe, ça commençait à plus intéresser, ou alors il fallait que ce soit avec des petits garçons ou des petites filles.
Les RG n'auront pas le temps d'approfondir l'enquête commencée quelques années plus tôt sur la fortune réelle ou supposée du ministre de l'Intérieur. Rapidement, Nicolas Sarkozy est informé de ce qui se trame dans son dos. Ce qui peut expliquer qu'il se méfie des renseignements généraux. Ben, on le comprend. On le comprend. Entre le numéro 1 des RG et son ministre de tutelle, les relations sont exécrables. Yves Bertrand me racontait parfois ses entrevues avec Nicolas Sarkozy, qui étaient extrêmement houleuses, quoi, qui étaient voire à la limite de la correction. Hein. Il l'insultait, hein, carrément, ne mâchant pas ses mots pour dire à Yves Bertrand qu'il pouvait pas le voir en peinture. Et puis en l'accusant de fomenter des coups tordus contre lui. J'étais dans le bureau d'Yves Bertrand un jour où Nicolas Sarkozy lui a passé une avoinée, si vous me passez le terme, pour une affaire qui, semble-t-il, l'avait mise hors de lui. Et Yves Bertrand était obligé de tenir son téléphone assez loin, ce qui fait que j'entendais la voix, j'entendais pas ce qu'il disait, mais j'entendais la voix du ministre qui lui parlait. Yves Bertrand, à un moment, lui a même dit « Monsieur le ministre, calmez-vous », il n'arrivait pas à lui répondre. Non, les deux hommes ne s'aimaient pas, c'est exact. Yves Bertrand ne le sait pas encore, mais celui qui va le pousser dehors est déjà dans la place. Il s'appelle Bernard Squarcini. C'est le numéro 2 des renseignements généraux depuis presque 10 ans. L'homme va réussir à se faire bien voir par Nicolas Sarkozy à l'occasion de l'arrestation d'Ivan Colonna. Arrêter le meurtrier du préfet Erignac abattu 4 ans plus tôt en Corse était une priorité pour Nicolas Sarkozy. Et ce, dès le premier jour de son arrivée place Beauvau. Très vite, Nicolas Sarkozy reçoit Madame Erignac et ses enfants. Il leur dit, écoutez, vraiment, nous allons mettre le paquet, c'est un devoir de la République, que d'interpeller Ivan Colonna. Il va créer une petite équipe sous l'autorité de Claude Guéant, mais en revanche, Yves Bertrand va être tenu totalement à l'écart. Dans cette cellule de recherche, c'est Bernard Squarcini qui représente les renseignements généraux. L'homme est un spécialiste du terrorisme corse. Un policier d'élite qui navigue dans les milieux indépendantistes avec l'aisance d'un pêcheur de haute mer. Les RG travaillent, je dirais, à la méthode d'un chalut. Donc ça jette des filets, ça ramène, ça trie, gros poisson, petit poisson, puis ensuite s'il faut finir au harpon, on finit au harpon. Bernard Squarcini, qui est corse comme son nom l'indique, qui a servi en Corse, qui connaît très bien les nationalistes corses, est extrêmement précieux à Nicolas Sarkozy dans la traque d'Ivan Colonna et dans la résorption du terrorisme corse. Et donc c'est à ce moment-là que Nicolas Sarkozy considère ce policier brillant, il faut le reconnaître, avec une attention toute particulière et qu'il décide d'en faire un élément tout à fait central du dispositif sécuritaire qu'il compte mettre en œuvre. Au départ, pourtant, l'équipe basée place Beauvau enquête à l'aveugle. On a envoyé une équipe un jour dans un camp de guérilleros en Amérique latine pour récupérer un sous-vêtement censé appartenir à Ivan Colonna afin que l'on puisse faire l'analyse ADN. On est allé partout dans le monde, jusqu'à ce qu'on se convainque qu'il était en Corse et que l'on concentre les recherches sur la Corse. Lorsqu'on est fugitif en Corse, on bénéficie d'une espèce d'infrastructure qui n'est ni écrite ni structurée, qui se fait à la parole donnée. Donc, si vous voulez, la difficulté était de comprendre les liaisons clandestines et les relais. Et ça ne suffit pas. Il faut encore beaucoup d'autres choses et beaucoup de travail et de la chance. Bernard Squarcini, grâce à ses contacts personnels, arrive à apporter les informations pertinentes, à suivre l'évolution de la traque d'Ivan Colonna. Et donc il permet d'accompagner la résolution de cette crise au profit de Nicolas Sarkozy, qui en a fait une grande communication personnelle. La police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet. Le ministre de l'Intérieur est aux anges. Pour Yves Bertrand, en revanche, c'est un camouflet. Yves Bertrand n'apprendra l'arrestation de Colonna que dans la presse,
Bernard Scorsini l'informera après qu'il ait lu dans la presse l'arrestation de Colonna. Mesdames et messieurs, la cavale d'Yvon Colonna était une insulte à la mémoire du préfet Erignac. Force est restée à la loi. Lors de la conférence de presse du ministre, le directeur DRG est relégué au bout de la table. Même si Yvon Colonna était un symbole. Il tente de faire bonne figure, mais il sait que c'est une fin de règne. Il en nourrit beaucoup d'amertume. 6 mois plus tard, Yves Bertrand, le baron noir du renseignement, est limogé. Son règne le plus long dans l'histoire des RG aura duré 12 ans et aura considérablement abîmé l'image du service. Bernard Squarcini devient, lui, le nouvel homme fort du renseignement en France. Nicolas Sarkozy appréciait Bernard Squarcini, oui, qui était un très grand flic. Et il est devenu indispensable aux yeux de Nicolas Sarkozy. Indispensable. L'entourage du ministre de l'Intérieur ne va d'ailleurs pas résister longtemps à la tentation d'utiliser lui aussi le service à son profit personnel. C'est la malédiction des RG, celle d'être en permanence instrumentalisé par les politiques. Bonne journée. Le commandant Prissette est en première ligne. Sa hiérarchie lui a assigné une mission particulière. Fournir à Nicolas Sarkozy, avant leur parution, toutes les publications qui mentionnent son nom. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Même les plus futiles. Avec l'éruption de Voici, de Closer, on s'occupait de la presse People, parce que dit People dit politique, People politique. Hein, voyez. Tout a changé, vous voyez. La presse People était devenue une presse importante. Les Français, ils aiment voir un couple au pouvoir, et quand le couple est beau, c'est formidable. Et avec Sarkozy, ça a été le summum, parce qu'il a commencé avec Cécilia, qui était une ex-mannequin, puis il nous a fait vivre ses aventures au jour le jour, l'amour, le divorce, la réconciliation, le départ. Dans l'équipe de Nicolas Sarkozy, le commandant Prissette est en contact permanent avec Pierre Charon. Charon est l'ancien attaché de presse de l'acteur Christian Clavier. Il travaille désormais aux côtés du ministre de l'Intérieur. Le commandant des RG lui rend quantité de petits services. Un matin, je lui avais donné les chiffres d'audience de la prestation de Sarkozy la veille. J'ai tout de suite téléphoné à Pierre Charon, qui était en réunion de cabinet. Je me rappelle chuchotant, ah merci, merci. Il me dit, ah oui, c'est très bien, merci encore, etc. Peu à peu, le ministre de l'Intérieur va mettre les RG au service de sa propre candidature à l'Élysée. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle de 2007. Pour être élu, Nicolas Sarkozy devra probablement affronter Ségolène Royal. La future candidate socialiste est en proie à des difficultés conjugales. Son compagnon François Hollande entretient une liaison avec une journaliste de Paris Match, Valérie Trierweiler. Je m'en souviens très bien, il y a eu une soirée où on a vu tout d'un coup Valérie Trierweiler partir, on l'a vu s'engouffrer dans une voiture, elle était avec François Hollande et ils s'embarrassaient comme je sais pas quoi. Donc on a commencé à se dire, tiens, il doit y avoir quelque chose. Mais il n'y avait rien d'officiel. Puis vous savez, c'était quelque chose d'assez lourd quand même pour nous. Parce que, bon, tout le monde aimait bien Valérie, donc on était assez discret aussi là-dessus. Grâce au RG, Nicolas Sarkozy va savoir très vite que le couple Royal-Hollande bat de l'aile. Une information particulièrement sensible sur la vie privée de sa principale concurrente, recueillie par le commandant Prissette. 12 ans après, ce dernier accepte de tout dévoiler, jusqu'à l'identité de son informateur, recruté dans l'entourage du patron de Paris Match. C'était le chauffeur d'Alain Genestar, le directeur de Match, qui me raconte ça, je crois qu'on est en 2006, il me dit oh, il faut que je te dise, François Hollande a une maîtresse, en l'occurrence
Valérie Trierweiler à l'époque. Elle était chef du service politique de Paris Match. Ah bon, alors là... Il me raconte que, alors qu'il conduisait Genestar en voiture, Ségolène Royal appelle Alain de Genestar en lui demandant, paraît-il, que Valérie Trierweiler soit écartée du service politique de Match, etc. Tout le monde était hyper choqué, c'est une démarche complètement répréhensible de faire ça. Enfin, demander à un directeur de journal de virer quelqu'un comme ça, parce que, au nom de quoi? Genestar, a refusé catégoriquement, il a raccroché au nez. Alain Genestar et Ségolène Royal ont toujours nié l'existence de cet échange téléphonique. L'officier DRG, lui, transmet immédiatement l'incident à sa hiérarchie. C'était quand même hyper important de le savoir. Comme ça, tout l'appareil gouvernemental est au courant que Ségolène Royal est fragilisé, quoi. Ah bah oui, voilà, je pense. Ouais. Je considère qu'un service de renseignement, ça doit exister dans la République, mais c'est pas un instrument pour faire des barbouzeries. C'est une faute de la part de cet inspecteur qui a certainement voulu se faire bien voir et donc fait du faillotage. On est dans l'institution policière. La carrière, ça compte. Donc il y a forcément à ce moment-là quelques faiblesses humaines qui font qu'on est amené à donner des informations dans l'idée que peut-être un jour il y aura un renvoi d'ascenseur en termes de carrière. Effectivement, le renvoi d'ascenseur a bien eu lieu. Quand Nicolas Sarkozy a quitté le ministère de l'Intérieur, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu le mérite en récompense. Vous avez eu quoi? La médaille du mérite. La médaille du mérite, grâce à lui, on peut le dire. Ouais. En récompense de vos bons services d'information. Oui, d'information. À l'occasion de la campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy va avoir une nouvelle opportunité d'utiliser les renseignements généraux. Mais cette fois-ci, la manœuvre DRG contre Ségolène Royal va être révélée au grand jour. Ce commissaire a été témoin de cet épisode rocambolesque. Il travaille aujourd'hui dans les services antiterroristes, où l'anonymat est la règle. Un matin, les gars de la section de contestation et violence sont réquisitionnés pour traiter une demande urgente, une demande cabinet, comme on dit. C'est-à-dire que l'ordre, en fait, vient du cabinet du ministre, donc Sarko. Le truc, c'était de trouver des éléments sur Bruno Rebel. C'est un ancien patron de Greenpeace qui vient d'être nommé conseiller de Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle. Bruno Rebel, ancien patron de Greenpeace France, se retrouve dans le collimateur DRG. Pour affaiblir la candidate socialiste, les policiers vont tenter de le discréditer. L'objectif, c'était de me trouver une grosse faille. On me retrouverait avec un casque, un masque noir en train de péter une vitrine sur les Champs-Élysées. Ça aurait été du pain béni. Et alors, là, les gars, ils s'y mettent. Ils regardent les fichiers, ils se font communiquer son jugement de divorce, etc., etc. Mais ils galèrent, ils trouvent pas grand-chose. Un truc sur une voiture qui se disputait avec son ex-femme, mais bon, rien de bien méchant. Et puis finalement, ils ont trouvé un truc. Le Loustic avait participé à une manif qui avait dégénéré. Je crois que c'était au début des années 2000. Merci à tous d'être venus. Et ça, c'était une info qui pouvait être utilisée contre lui. On aurait dit, il y a les gauchistes violents dans l'entourage de Ségo et ça pouvait lui nuire. Mais ça s'est pas passé comme ça. Des journalistes apprennent que les RG enquêtent secrètement sur le passé du conseiller de Ségolène Royal. En pleine campagne présidentielle, la tentative de manipulation est rendue publique. Elle provoque immédiatement une tempête politico-médiatique. L'hebdomadaire révèle que l'ex-directeur de Greenpeace aurait été récemment la cible d'une enquête des renseignements généraux. Il y a des méthodes qui sont invraisemblables et qui n'ont pas lieu d'être dans une république. Il faut éteindre l'incendie. En politique aguerrie, Nicolas Sarkozy s'efforce de le faire. Il n'y a eu aucune enquête de personne, il y a une enquête sur quoi? S'il peut y avoir une enquête à faire, ce serait sur le programme de la candidate. Dans ce cas-là, ce serait une enquête très très approfondie. Aujourd'hui encore, l'équipe Sarkozy reste gênée par cette manœuvre de basse police.
Très franchement, sur cette affaire dont je me souviens vaguement, je ne voudrais pas faire de commentaires parce que mes souvenirs ne sont pas suffisamment précis. Je ne voudrais pas dire des choses fausses ou des fantasmes. Vous votez un peu en touche. J'avoue cette grande faiblesse. Le rythme effréné de la campagne fera oublier cette affaire montée de toutes pièces par les renseignements généraux. Heureusement pour eux, Ségolène Royal n'a jamais voulu faire de ses mauvaises manières une affaire d'État. On savait que si on rentrait dans des batailles sordides de « je te tiens, tu me tiens, j'ai un dossier sur toi, moi j'en ai un autre, etc. », le résultat n'était pas bon pour la politique et il était bon pour les extrêmes, et notamment pour l'extrême droite. Et donc on n'a pas voulu nous rentrer là-dedans, on a défini un code de conduite, c'est elle qui l'a défini, on l'a défini ensemble, et on s'y est tenu. On a eu des tas de choses qui nous revenaient, parce que tout le monde parle dans ces cas-là. On nous a proposé des choses, je ne veux pas révéler de secret, mais on nous a proposé des choses sur la vie privée de Nicolas Sarkozy. Et la ligne de conduite de Ségolène Royal a été d'une intransigeance totale. Elle disait « je ne veux pas qu'on touche à ça ou qu'on rentre là-dedans ». Voilà. Et le message a été passé d'ailleurs à l'entourage de Nicolas Sarkozy en disant « nous n'irons pas sur ce terrain-là ». La guerre de position entre les deux candidats en restera là. Et en mai 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui remporte la victoire. Voilà qu'il grimpe sur l'estrade et sur la scène. Mes chers amis, Le président fraîchement élu veut tout changer dans l'approche du renseignement en France. Spécialité en recherche explosif. Il a l'air pressant. Il confie le dossier à la nouvelle ministre de l'Intérieur. Quand j'arrive place Beauvau, je trouve un ministère qui a une réputation d'opacité, voire de manipulation et autres. Et moi, dans les lignes directrices, je dirais que l'une des principales, c'est de faire tomber cette image d'une police politique. C'est une page de l'histoire de notre police qui se tourne. La DST et les RG qui existaient depuis 70 ans disparaissent. Les deux services de renseignement fusionnent pour éviter les doublons et être plus efficaces face à la menace terroriste. En clair, une sorte de FBI à la française. Renseignements généraux et direction de la surveillance du territoire ont fusionné pour créer la DCRI. La DCRI est un service d'élite destiné à combattre les nouveaux dangers qui menacent la France. Et notamment une montée du risque terroriste. Même si, en 2008, l'État islamique Daesh n'existait pas, même si nous étions dans une phase de l'activité terroriste qui n'était pas extrêmement soutenue, nous avions tous, bien sûr, le souvenir du 11 septembre aux États-Unis, nous avons le souvenir des exactions d'Al-Qaïda, et par conséquent, nous nous disions qu'il fallait renforcer les effectifs de lutte contre le terrorisme. Toute la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme, issue des renseignements généraux, a basculé entièrement, dossiers, fonctionnaires, voitures, au sein de la DCRI. La surveillance de l'opinion publique, le cœur de métier des RG, devient l'apanage d'un autre service de police, le renseignement territorial, le RT. Un tiers des anciens RG y est affecté. Le RT est au départ dirigé par une ancienne figure des renseignements généraux, le commissaire Guilaine. Mais dès le premier jour, ces hommes sont traités comme des parias par les nouveaux maîtres de l'antiterrorisme. On nous a enfermés dans un demi-étage et puis il fallait montrer patte blanche pour entrer et sortir. Il ne fallait pas aller dans les mauvais étages qui n'étaient pas les nôtres. De toute façon, les autres bureaux, ceux de la DCRI, quand la porte de l'ascenseur s'ouvrait, derrière il y avait un gardien de la paix. Il y avait un filtrage, il y avait des badges particuliers et les portes ne s'ouvraient qu'avec des systèmes de sécurité particuliers. Donc nous n'y avions pas accès. Les RT sont les nouveaux RG, mais des parents pauvres, sans moyens ni considération.
Le renseignement territorial était considéré avec mépris au sein de la communauté du renseignement. Et donc c'était vraiment des fonctionnaires qu'on estimait sans méthode, sans intérêt. Il n'y avait pas de véritable construction d'un métier du renseignement parce que les missions pouvaient être assurées par n'importe qui d'autre et qu'il suffisait presque de se mettre sur des sites internet pour arriver à produire des notes de la même qualité. Ceux à qui l'on donne les moyens de travailler sont désormais les hommes de la DCRI. En toute logique, c'est Bernard Squarcini, l'espion préféré du président Sarkozy, qui détient les rênes de ce nouveau service antiterroriste. Mais tous les présidents ont nommé ou fait nommer des gens avec qui ils n'étaient pas en inimitié ou en désaccord. Ça fait partie de la logique. Alors, l'avantage, on est directement au centre du pouvoir. À l'Élysée. Oui, bien sûr. Donc, c'est là où se passent les choses en tête-à-tête. Quand vous nommez quelqu'un à la tête d'un service, il faut avoir confiance en lui. C'est indispensable. Alors après, il se passe des choses. Bernard Squarcini, sa proximité avec Nicolas Sarkozy, ça va provoquer effectivement au sein de la DCRI des dysfonctionnements assez gravissimes. Avec la création de la DCRI, une nouvelle ère devait s'ouvrir. En réalité, rien ne va changer. Dans un premier temps, le commandant Prissette, celui qui avait donné des gages au clan Sarkozy place Beauvau, intègre le nouveau service, comme certains de ses anciens collègues RG. Squarcini a beaucoup d'empathie avec les fonctionnaires, très sympathique comme on dit. Il me dit, la presse, on a besoin, j'ai besoin d'avoir un service com, etc. au sein de la nouvelle structure. Pur produit des renseignements généraux, le nouveau maître espion de la République en a gardé toutes les habitudes. Il reste très intéressé par les rumeurs et les ragots. En ce début de quinquennat Sarkozy, une personnalité en particulier attire l'attention du tout Paris politico-médiatique. Il s'agit de la nouvelle garde des Sceaux, Rachida Dati. C'est vrai que au départ, on la connaissait pas encore très bien. C'est quelqu'un qui a du charme, quoi, vous savez, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de charme, qui a un bagou absolument terrible et qui faisait la une de tous les journaux, mais dès le départ, parce qu'elle était étonnante. Quand elle a été ministre de la Justice et qu'elle a posé en barésie avec une robe dure rose dans Paris Match, ça s'était jamais vu. Ben, elle a osé. Donc, elle s'est devenue la coqueluche des médias. Au printemps 2008, un événement en particulier va attiser la curiosité de la presse people. Il y a eu l'affaire Rachida Dati. Alors, déjà, le tout Paris dit « Allez, en 5 !» Mais qui est le géniteur? Tout le monde parlait que de ça. Moi, je m'en souviens dans les dîners en ville, où on nous demandait, t'es un match, alors Rachida, c'est qui le père, etc. Et donc, c'était un moyen un petit peu d'amuser la galerie, quoi. Voilà. Et là, évidemment, ça intéressait Bernard Squarcini. Si j'avais eu des informations, je les transmettais, disons, j'avais le portable de Squarcini, je transmets l'info en disant, tiens, il y a la rumeur d'un tel qu'on dit sur tel ou tel. Et les RG sont mis dessus parce qu'eux voulaient absolument apporter l'info au président qui leur disait « Mais vous êtes des minables, si à l'RG, vous pouvez même pas me dire qui est le père de cette petite, c'est vraiment que vous n'êtes pas fait pour le job. » Nicolas Sarkozy exige d'être le premier à savoir qui est le père, et c'est normal. Et il veut avoir le contrôle total des gens qu'il dirige, y compris sur leur vie privée. Alors là, il y a eu des multiples noms qui sont sortis, notamment l'ancien Premier ministre espagnol, Aznar. En fait, c'était pas du tout lui, en fait. Non, finalement. Les hommes du renseignement ne seront en tout cas jamais en mesure de contenter la curiosité du président. La DCRI à la recherche du père d'un bébé inoffensif? Est-ce vraiment une mission à la hauteur de ce service d'élite?
En 2012, avec Mohamed Merah et l'irruption de l'hyperterrorisme, il devient évident que la DCRI doit s'employer à changer ses méthodes de travail. Squarcini a essayé, comme on dit, de créer un FBI à la française. On a vu le résultat. Hein, Il y a eu un certain nombre d'actes terroristes dans lesquels des gens sont morts. Donc à partir de là, on peut se dire, effectivement, on n'a pas été parfait. La lutte contre le terrorisme devient alors la priorité des priorités. Les hommes du renseignement changent leur méthode d'investigation. Plus de technologie, d'écoute, d'analyse de données. C'en est fini des RG à l'ancienne. Ceux qui ne le comprennent pas sont priés de se diriger vers la sortie. J'allais dire RG, la machine sacrifiée. Un peu, hein, voyez. C'était pas un plan social, mais ça aurait pu être un peu l'équivalent d'un plan social, hein, de faire partir les anciens. Étant donné que j'avais mes annuités, ils m'ont poussé quasiment à prendre ma retraite. Hein. Pendant 70 ans, les renseignements généraux ont tenu les Français à l'œil pour le compte de tous les gouvernements de droite comme de gauche. Il faut être honnête, je pense que c'était pas inutile. Bon, après on a dit il faut pas qu'ils fassent de la politique. Bon, mais faire des notes d'ambiance et donner le sentiment sur des mobilisations sociales, sur des manifestations à venir, sur le climat qui règne dans le pays, pour le pouvoir politique, c'est pas si inintéressant que ça. S'ils existaient encore, les RG auraient peut-être réussi à alerter les autorités sur la colère qui montait dans le pays fin 2018. Mais les aurait-on vraiment écoutés au sommet du pouvoir? Car l'époque a changé. Tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une police politique n'est plus acceptable par l'opinion. Sans compter qu'à l'ère du tout numérique et des réseaux sociaux, les informations circulent maintenant beaucoup plus vite. Le travail des renseignements généraux a perdu beaucoup de son intérêt. Aujourd'hui, cette police secrète n'existe plus que dans la mémoire collective des Français. Je ne sais pas ce qui restera de l'image des renseignements généraux, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à se départir de ce côté sulfureux qui nous a été collé. Ils n'ont pas compris qu'il fallait évoluer et que ce mode de fonctionnement, de surveillance des partis politiques était de notre temps. Et dans une démocratie, ce n'est pas le rôle des flics de faire ça. Ce n'est pas le rôle des flics. Les RG resteront à jamais une légende française, un symbole, celui du côté obscur du pouvoir politique.